Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et nous sommes en musique pour commencer cette émission. Merveilleux, merci Sandra pour cette petite introduction festive et musicale. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. C'est tous les 15 jours. Voilà, pardon, j'avais un retour qui me paraissait très bizarre dans les oreilles, c'est pour ça. Alors, comme cette... voilà, je suis toute perturbée, tout va bien. Donc c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature, ses mystères et ses interactions, et comment la nature agit sur nous, comment elle nous émerveille, comment sommes-nous en interaction avec elle. Et pour en parler, j'ai toujours quelques invités surprises. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Grégory Aymard. Bonjour Grégory. Bonjour Sandrine. Alors Grégory est en direct, nous sommes au téléphone, il est en direct dans la région parisienne. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Avant ça, vous savez que j'aime bien faire toujours une petite introduction et je vous ai déjà parlé lors d'autres émissions de Clive Baxter qui a écrit L'intelligence émotionnelle des plantes. Donc évidemment, cette intelligence émotionnelle des plantes, une de ses expériences, il avait l'intention, il était parti faire sa pause de café et il avait au retour l'intention de mettre de la chaleur, allumer une flamme de bougie proche de la plante. Clive Baxter était un des chercheurs à la CIA pour découvrir qui a créé le détecteur de mensonges. Et donc, ça se passe avec des petits branchements pour voir les pulsations des personnes. Et il avait branché ces petites électrodes sur la plante, justement. Et il avait donc juste l'intention de la chauffer. Et à son retour, il voit que les électrodes ont réagi, que la plante a réagi. Mais comment ça se fait ? Et c'est là qu'il a commencé à se poser des questions, à se dire, mais comment se fait-il qu'elle ait capté mon intention ? Et il a mené d'autres expériences qui ont été concluantes, qu'effectivement, juste par l'intention, la plante avait cette capacité de réagir. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes ces expériences, mais je peux encore vous en donner plein d'autres, à savoir, par exemple, la passiflore. On a mené une expérience, elle s'accroche toujours à quelque chose, la passiflore, quand elle pousse. Et puis, on a décidé de déplacer ce quelque chose de 5 cm. Et à force de le déplacer 5-6 fois, au bout de 5-6 fois, la passiflore a compris qu'elle devait se déplacer de 5 cm avant de s'accrocher. Les oiseaux, ils ont repéré que dans nos zones urbaines de plus en plus sonores, avaient intérêt à chanter plus fort pour pouvoir se faire entendre. Donc, ils ont augmenté leurs décibels de chant, seulement quand ils sont en zone urbaine. Et une des grandes biologistes de notre temps, à savoir Suzanne Simard, qui est chercheuse en écologie forestière à l'université en Colombie-Britannique au Canada, c'est elle qui a découvert la communication avec entre, par exemple, un sapin de Douglas et un bouleau. Et ça se passe par leurs racines. Et elle a également découvert que l'arbre, surtout l'arbre mère, avait cette capacité de reconnaître le lien de parenté avec d'autres de ces jeunes plants. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils avaient cette capacité de changer leur comportement pour avantager les membres de leur famille. Donc on voit qu'en fait, il y a une vraie intelligence, une vraie adaptation à l'environnement qui les entoure. Ils savent interagir entre eux et avec les éléments de la nature, avec les éléments du vivant. Et ceci depuis des millénaires. Face à ça, l'homme, toujours plus avide de supériorité, de contrôle, de problèmes pour supporter aussi sa finitude, est toujours à la recherche de pouvoir, surpasser même la nature. Et de là est né, à peu près après la Seconde Guerre mondiale, déjà l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la géo-ingénierie. Et pour parler de tout ça, faire le pendant, intelligence du vivant et intelligence artificielle, nous sommes avec Grégory Aymard. Grégory, vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur. Alors, je donne votre âge quand même, parce que vous avez 44 ans. Et déjà tout jeune, vous étiez fasciné par le cosmos, par les étoiles, par justement cet infini. Et qu'est-ce qui se passait ? Donc déjà tout jeune, vous avez même commencé à écrire des nouvelles.
et à vouloir produire différents documentaires podcasts. Et à l'heure actuelle, il y en a qui sont sous le coude en attendant de trouver entre autres des producteurs. Et vous avez été, donc en 2015, vous avez créé justement une nouvelle qui s'appelle I Am. Alors c'est pas I Am je suis, mais I Am c'est intelligence artificielle mimétisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, mimétique, pardon. En 2018, vous êtes auto-publié. Et enfin, en 2020, vous avez trouvé un éditeur, et pas du moindre, Masso Édition. Alors, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que représente la nature pour vous? Oui, la nature, merci pour cette introduction déjà. Et la nature, ça va rejoindre justement ce que vous évoquiez en partie dans l'introduction, en parlant de cette intelligence, parce que pour moi, la nature recouvre évidemment, un peu comme pour chacun de nous, les règnes végétal, animal, minéral et puis humain. Mais ça concerne, pour moi, la nature représente aussi, vous l'évoquiez, le cosmos, les planètes, les étoiles. La nature, pour moi, c'est l'univers tout entier et l'intelligence qu'il y a derrière cet univers, derrière cette création, derrière cette vie. Il y a une conscience, moi je ressens une conscience, une intelligence derrière cette nature. Et pour moi, la nature, c'est tout ça. C'est ce qu'on peut observer, ce qu'il y a derrière, qu'on ne peut que peut-être que percevoir, pas forcément encore bien entièrement comprendre. Merci. Et alors, justement, quand on parle de tout ça, de cette conscience, de cette intelligence, il y aurait, juste pour nos auditeurs, je trouve qu'il y a différents mots à définir. Alors déjà, quelle définition, comment vous pourriez présenter le transhumanisme, l'intelligence artificielle? J'ai 4 mots, alors on va voir ce que ça donne. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, l'intelligence tout court, la conscience. Mais on va commencer déjà par le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Voilà, sachant que ce sont 4 concepts assez gigantesques et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Mais alors le transhumanisme, pour commencer, c'est une idéologie qui vient de la Silicon Valley, qui a pris naissance dans les années. Il y a des batailles historiques à ce sujet-là, mais on va dire à peu près dans les années 50, au moment de l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle. Et donc le transhumanisme, en fait, c'est une idéologie qui prône l'usage de la technique et de la technologie pour augmenter l'être humain. C'est-à-dire incorporer dans l'être humain des organes artificiels, lui implanter par exemple une puce dans le cerveau, le connecter avec l'intelligence artificielle qui peut lui être extérieure mais aussi intérieure. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est toute cette vision du monde qui consiste à penser que l'être humain il n'est pas fini et qu'il faut le terminer, qu'il faut le perfectionner, qu'il faut l'augmenter, qu'il faut le rendre invincible. Et même immortel, puisque un des objectifs des transhumanistes, c'est de rendre l'être humain immortel. Alors ils ont différentes approches pour ça, comme par exemple, je vous parlais déjà il y a aussi un pan génétique qu'on va peut-être pas trop aborder pendant cette émission, mais il y a aussi le transhumanisme inclut la science génétique aussi. Mais pour parler de la technologie et de l'informatique et de l'IA, les transhumanistes, certains transhumanistes en tout cas, voudraient transférer la conscience de l'être humain dans des machines pour y vivre éternellement dans une sorte de paradis artificiel éternel. Voilà. Et c'est sérieux, hein, c'est des dirigeants de Google, Elon Musk, c'est des gens très riches et très puissants qui pensent comme ça. Faut pas croire que c'est le délire de quelques personnes isolées. Donc voilà, ça c'est le transhumanisme. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement la technologie qui soutient matériellement cette idéologie du transhumanisme, en grande partie. Et donc l'intelligence artificielle, à la base, c'est l'usage de techniques informatiques, d'un matériel informatique avec des programmes qui visent à imiter l'intelligence humaine. Voilà. Le but, c'est que la machine devienne aussi intelligente que l'humain et là aussi, si ce n'est plus intelligent en fait. Alors pour l'instant, il existe beaucoup d'intelligence artificielle étroite, limitée, ce qu'on appelle, et qui sont très spécialisées dans des tâches particulières et qui le font très bien et même souvent mieux que les êtres humains. Mais le but des chercheurs dans ce domaine, c'est de concevoir une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qu'elle puisse répondre à toutes les tâches et à toutes les questions qu'on peut lui soumettre, comme pourrait le faire un être humain. Sachant que dans ce domaine, même une intelligence artificielle générale, a priori,
viserait à dépasser l'être humain. Et en l'occurrence, c'est le sujet que je traite moi dans le livre que j'ai écrit, I Am. Puisque vous évoquiez que c'était une nouvelle, que j'ai commencé par écrire une nouvelle, mais c'est devenu effectivement après un roman et puis des articles, un projet de documentaire, enfin plein de choses. Donc ce que j'évoque dans mon livre, c'est que cette intelligence artificielle en 2025 a été conçue, elle existe, elle est devenue autonome et c'est devenu une déesse, c'est-à-dire qu'elle est tellement puissante, elle a tellement accès à toutes les données qu'on peut trouver sur Internet et elle est tellement connectée au monde entier et même aux êtres humains puisqu'ils ont des puces dans le cerveau qu'elle est devenue comme une divinité toute puissante, elle sait tout sur tout et elle réfléchit beaucoup plus vite que les êtres humains, etc. Et donc elle les domine complètement en fait. Voilà. Et ça c'est le but clairement des transhumanistes, hein. C'est de concevoir une intelligence artificielle générale qui puisse prendre en charge l'humanité dans son intégralité, comme pourrait le faire un dieu. Voilà. Ensuite, pour terminer sur les concepts d'intelligence tout court et non artificielle et de conscience, l'intelligence, c'est tout simplement la capacité à capter des informations et à les traiter. Donc l'être humain a évidemment une intelligence qui passe par le cerveau, mais qui passe globalement par tous ses sens. Il capte des informations, il les intègre et il les traite. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, je vois un feu rouge, je suis en voiture, je m'arrête. Feu rouge égale, je m'arrête. Et la conscience va plus loin que l'intelligence. C'est encore autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a un débat d'ailleurs dans le milieu de l'intelligence artificielle pour savoir si les machines pourront devenir conscientes un jour ou non. Parce que pour l'instant, elles sont intelligentes, mais pas conscientes. Et certains disent qu'elles deviendront conscientes. D'autres disent que ça n'arrivera jamais, dont je fais partie. Et la conscience, par exemple, pour reprendre l'exemple du feu rouge, c'est de dire le feu rouge, je m'arrête. Et ça va générer en moi une émotion, ça va me faire penser à autre chose, ça va éventuellement me faire penser à la loi. Tiens, je dois respecter la loi, mais pourquoi ? Parce que je suis dans un pays, et dans ce pays, mais qu'est-ce que ça veut dire un pays ? Enfin, après, on va sur des concepts abstraits, sur des concepts philosophiques, sur des concepts, ou plutôt même sur des ressentis émotionnels. C'est tout ça la conscience qui diffère de l'intelligence. Les deux sont liés, hein, clairement, mais c'est pas la même chose. La conscience, c'est l'expérience subjective de ce que je ressens face à ce que mon intelligence capte. Voilà. Une machine, elle capte des informations, elle a une intelligence, mais elle n'a pas la conscience qui va avec, elle ne ressent rien à la machine. Comme cet exemple justement donné en introduction de l'intelligence émotionnelle des plantes de Clive Baxter, typiquement cette plante avait une captation d'informations de conscience en fait, il y avait une intention quelque part, non tangible, et elle a eu une réaction. Donc elle a eu une réaction, j'allais dire émotionnelle entre guillemets. Voilà, est-ce que les plantes ont une réaction émotionnelle ? Mais elle a eu une réaction. Donc typiquement, il y a une sorte de conscience vu la définition que vous proposez. En parallèle, finalement, on retrouve chez les plantes cette intelligence, puisque par exemple cette passiflore qui sait se déplacer, elle a compris qu'il fallait qu'elle s'adapte. Alors toute la question est, est-ce que justement dans le transhumanisme, dans l'intelligence artificielle, parce que là, typiquement dans le vivant, que ce soit l'humain ou le non-humain, il y a cette conscience et cette intelligence regroupées. Alors, toute la question, c'est cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle serait capable un jour de faire cela ? Est-ce qu'elle serait capable de faire, de s'adapter ? De s'adapter, oui, parce que il y a à la fois finalement dans cette intelligence et cette conscience du vivant, il y a cette capacité d'adaptation et d'analyse de son environnement. Est-ce que c'est ça qui différencie l'intelligence artificielle de l'intelligence du vivant ? D'une certaine manière, on pourrait imaginer une intelligence artificielle qui serait programmée pour s'adapter à un certain environnement. Mais le problème de base, en fait, qui traverse toutes les interrogations, c'est que l'intelligence artificielle, elle est codée, elle est programmée par des êtres humains. Donc, ces paramètres de calcul, ces paramètres de perception, et éventuellement d'adaptation, si on peut programmer une intelligence artificielle pour qu'elle s'adapte. D'ailleurs, les chercheurs essayent de rendre les IA autonomes pour qu'elles s'auto-améliorent, etc. Donc, d'une certaine manière, il y a une capacité d'adaptation. Elles ne le font que sur la base des programmes humains. Et l'être humain, par définition, il est lui-même limité dans son intelligence par rapport à la nature, puisqu'on parlait de la nature tout à l'heure. Il a une intelligence qui est beaucoup plus limitée, qui va prendre en compte que certains paramètres, et qui va ensuite alimenter, en plus de cette programmation, qui va alimenter ensuite ces modèles d'IA avec ce qu'on appelle le big data, donc des quantités de données énormes qu'on trouve sur Internet ou un peu partout dans notre vie quotidienne. Et ces data, c'est pareil, elles sont limitées.
elles sont orientées en fonction du lieu ou de la population dans laquelle on va aller chercher ces données. Donc de toute façon, l'IA de toute façon est limitée par par les limites humaines en fait. Voilà, c'est redondant comme définition, mais l'IA est encadrée par les limites humaines. Donc moi, à mon sens, l'IA ne développera d'une part jamais de conscience, et ensuite n'arrivera jamais au niveau donc de conscience, c'est-à-dire d'émotion, d'empathie, de tous ces concepts abstraits qui font aussi qu'on est des êtres humains. Et donc, elle ne pourra pas de toute façon englober tous les paramètres, y compris émotionnels, y compris spirituels, dans tous les domaines que l'être humain déjà peut lui traiter, sans même le savoir, et a fortiori que la nature, elle traite. Parce qu'on parle vous parliez tout à l'heure d'adaptation de la nature. Les plantes vont capter des informations, donc là on peut parler d'intelligence, mais ensuite elles vont les intégrer, et elles vont ensuite, avec leur conscience, parce que moi je pense que les plantes sont conscientes comme les animaux, enfin ce sont d'autres formes de conscience, mais ce sont quand même des consciences, elles vont s'adapter en prenant en compte leur environnement et les autres règnes du vivant. En fait, le vivant a des facultés d'adaptation parce qu'il englobe tout ce qu'il a créé. Et donc, il a, on va dire, entre guillemets, toutes les infos, et il prend le temps de s'adapter. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous évoquiez que la nature s'est développée pendant des millions d'années. Des millions, même si ce n'est des milliards, puisque la planète a approximativement 4,5 milliards d'années, si je dis pas de bêtises. Et donc, la nature a pris tout ce temps pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Un autre problème de la technologie, puisqu'on parlait d'IA transhumaniste, tout ça est englobé dans le concept de la technologie. Un autre problème de ça, qui repose effectivement sur l'orgueil humain, c'est de vouloir aller à tout prix le plus vite possible. La nature, elle prend un temps pour se développer, pour créer l'environnement dans lequel on vit, pour le rendre habitable, pour le rendre, pour le coup, intelligent, pour que tout soit en interaction. Et c'est dans cette comment dire, la technologie, à mon sens, n'atteindra jamais cette capacité de calcul, si je peux dire, en tout cas ce niveau de conscience et d'intelligence qui permet de créer la vie et de l'améliorer. On va continuer, c'est passionnant Grégory, merci. On va continuer après une pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac, c'est l'été à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes en direct au téléphone avec Grégory Aymar, qui est en région parisienne, qui est journaliste, écrivain, réalisateur. Et nos thématiques du jour, c'est le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la géo-ingénierie face à l'intelligence de la nature. Alors justement, Grégory, la géo-ingénierie, c'est vraiment un sujet d'actualité face au climat à l'heure actuelle. Comment déjà vous pourriez la définir pour nos auditeurs ? Déjà ça. Qu'est-ce que la géo-ingénierie ? Ah, on a un tout petit problème de connexion, ça va ? Vous m'entendez ? Pas trop, en fait ça capte pas super là d'un coup. Ah voilà, ça y est. C'est bon ? Ça capte mieux là, ouais. Voilà. Du coup, j'ai pas entendu votre question. Donc la question c'était, est-ce que déjà pour nos auditeurs, vous pouvez définir la géo-ingénierie ? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est assez simple compte tenu de ce dont on vient de parler. La géo-ingénierie, c'est l'application de la technologie, cette fois non à l'être humain, mais à la planète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu, je fais un raccourci, mais c'est un peu l'équivalent du transhumanisme, mais pour la planète. C'est-à-dire que c'est à l'échelle de l'environnement, du climat, etc. L'idée, pour ce qu'on appelle les technosolutionnistes, c'est de trouver aux problèmes qu'on rencontre au niveau environnemental des solutions technologique. Voilà. Donc, quelques exemples, ça va être, je disais ça encore récemment cette semaine, ça va être, par exemple, pour contrer le réchauffement climatique, certains scientifiques proposent de parsemer l'atmosphère de particules chimiques qui vont bloquer les rayons du soleil. Voilà. Et qui vont donc permettre de recevoir moins de chaleur. Ça, c'est une idée. D'autres proposent d'ensemencer, de fertiliser les océans. D'autres
parle de puits de carbone végétaux, mais on peut collaborer éventuellement avec la nature, le végétal et le minéral même, mais c'est toujours dans une optique de contrôle humain, d'ingénierie, quoi, vraiment. Et donc voilà, ça c'est la géo-ingénierie, donc géoterre, ingénierie, voilà, on sait ce que c'est. Et finalement, il y a eu la première fois où ça a été utilisé, c'était pendant la guerre du Vietnam. Oui, exactement. Bah oui, c'est donc c'est ce qui donne une idée de la mentalité du projet. Effectivement, il y a eu parce que pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont voulu jouer justement sur le climat pour perturber leurs ennemis en faisant pleuvoir, en semant différents problèmes météorologiques dans le camp de l'ennemi. Mais voilà, pour en revenir à nos problèmes plus actuels d'environnement, de réchauffement climatique, de baisse de la biodiversité et toutes ces choses-là, le problème c'est que la géo-ingénierie part du principe que l'intelligence humaine via la technique va trouver toutes les solutions. Mais en réfléchissant comme ça, elle fait abstraction du fait que c'est précisément la technique qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Donc en fait, ce sont des personnes qui disent voilà, grâce à la technologie, à la technique, on a abîmé la planète, on a participé au réchauffement climatique, etc. Et donc on veut. On a de nouveau une petite coupure. Il y a une tentative de connexion, ça va revenir tout de suite dans quelques instants. Sinon, je trouverai un autre moyen de contacter Grégory parce que ça y est, Grégory, on a été coupé. Oui, pardon. Voilà. Donc voilà. Donc je disais, voilà, sur un plan plus concret, plus scientifique, il y a un vrai problème de vision de long terme par rapport aux effets secondaires. C'est-à-dire que la technique, c'est un peu ce qu'on vit nous actuellement justement avec ce que j'évoquais avant, le réchauffement climatique. On a utilisé le pétrole, toutes les énergies fossiles pour développer le monde, l'humanité, le matérialisme, voilà, l'industrie, la science, tout ça a apporté des bienfaits d'ailleurs. Mais en développant tout ça, on a généré le réchauffement climatique avec les gaz à effet de serre. Ça évidemment au départ on n'y avait pas pensé et maintenant on en est là. Donc une des leçons de ce... Il y a encore une petite coupure. Alors c'est peut-être dû à... Allô. On va bientôt revenir. Je sais que ça va... Voilà, c'est typiquement la technologie. Vous voyez, typiquement la technologie, ce qu'elle nous fait faire. Et voilà. Pardon, c'est encore coupé. Peut-être que si on coupe la vidéo, ça ira mieux. Oui, on va couper la vidéo. Alors, on coupe la vidéo. Voilà. Et nous continuons. Donc, je sais pas. Les gaz à effet de serre, la technologie, on en était là-dessus. Il y a, visiblement, petit souci de connexion. Je ne sais pas si ça vient de chez moi. Ça y est, ça va être reparti dans quelques instants. Sandrine, voilà, c'est désolé, bon. C'est bon. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc je disais simplement, il y a un vrai problème. Il y a une vraie question sur les effets secondaires de cette géo-ingénierie. Par exemple, je disais récemment, l'axe de la Terre s'était dévié, son orbite s'est déviée de combien de degrés? Je ne sais plus en détail, mais c'est de 80 cm en 17 ans. L'axe de la Terre s'est dévié de 80 cm en 17 ans, ce qui est phénoménal quand même de faire bouger la planète. La raison de ce changement, c'est parce que l'humanité a puisé dans les nappes phréatiques pour aller y chercher de l'eau. Et le fait d'avoir puisé dans les nappes phréatiques a créé un déséquilibre sur la planète qui a décalé son axe de rotation. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez phénoménal. Mm-hmm. Comme information. Et donc ça, c'est juste pour souligner l'impact que l'être humain a sur la planète et sur son environnement. Et donc, prendre en compte ces réflexions-là pour les solutions qu'on cherche pour notre avenir, pour l'environnement, le réchauffement climatique, etc. Et à mon sens, la géo-ingénierie, donc qui suit encore une fois la même logique que le transhumanisme, dans l'idée que la technique va nous sauver de je pense que la géo-ingénierie est extrêmement dangereuse et risquée. Et qu'il faudrait en revenir effectivement à l'intelligence peut-être plus sage de la nature, l'étudier davantage pour éventuellement limiter, pour trouver des solutions pour notre planète, plutôt que de foncer tête baissée voilà, avec des solutions qui ne sont pas les bonnes. Bon, de toute façon, c'est un vrai débat à la fois politique, géopolitique, parce que effectivement, la nature, les solutions pour qu'ils
puisse pleuvoir et qu'on puisse garder l'eau dans les nappes phréatiques, il suffit de planter entre autres des arbres, mais pas que, d'avoir une certaine biodiversité. Mais derrière tout ça, on voit plutôt aussi un paramètre plutôt géopolitique dans le besoin de contrôle, en fait, et de domination. Oui, il y a un besoin, il y a clairement ce qu'on appelle l'hubris, il y a un problème d'orgueil de l'humain qui pense et qui veut tout contrôler et qui n'y arrive pas, mais qui persiste. Et puis après, il y a évidemment aussi des intérêts économiques et financiers, puisque en fait toutes les solutions techniques, par essence, elles génèrent des profits. Et donc il y a une aide financière derrière aussi tous ces projets-là. Faut être clair là-dessus. Alors pour conclure sur une note quand même positive face à tout ça, parce qu'il y a effectivement tous ces paramètres, mais encore la nature est là et garde son intelligence et a ses actions en fait. Est-ce qu'il y aurait le mot de la fin pour vous? Une note positive. Eh bien, moi je pense que, moi honnêtement, pour être très clair, je suis globalement assez optimiste par rapport à l'avenir, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer là, je pense à un moment donné que l'humanité, que ce soit les dirigeants ou la population, va se rendre compte de tout ce qu'on vient de dire, du fait qu'à un moment donné, il faut changer de trajectoire, il faut changer de stratégie, il faut prendre en considération l'intelligence du vivant, le respecter. Et puis aussi, au passage, travailler sur notre nature humaine, et réfléchir un petit peu à qui l'on est réellement, aux notions de conscience dont on parlait tout à l'heure, etc. Je pense que ces prises de conscience, justement, elles vont arriver. Ça, j'ai assez confiance là-dedans. Et je crois aussi que la nature, avec son intelligence, a des ressources insoupçonnées. C'est-à-dire que je pense que si on corrige la trajectoire, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on arrête de tout miser sur la technologie, qu'on arrête de massacrer le vivant en imaginant qu'on n'en a pas besoin et que les insectes ont disparu, c'est pas grave, on va les remplacer par des insectes robotiques, etc. Alors ça, entre parenthèses, c'est encore un autre projet en cours. Je pense que quand on arrêtera de délirer comme ça et qu'on se calera un petit peu mieux sur le rythme de la nature reprendra ses droits, en tout cas, pourra corriger notre trajectoire et résorber beaucoup de problèmes qu'on a créés en termes de biodiversité, de réchauffement, etc. Je pense que la nature a des facultés de guérison d'elle-même et de notre environnement qui sont immenses et peut-être même plus grandes qu'on l'imagine. Alors c'est pas pour ça qu'il faut continuer à faire n'importe quoi en se disant ça va aller, parce qu'on pourrait aussi à un moment donné arriver à un point de rupture, nous. Mais voilà, moi j'ai confiance dans le fait que l'humanité à un moment donné va se reprendre en main, va prendre conscience que que ces stratégies ne sont pas les bonnes, retrouver un peu d'humilité, d'amour pour le prochain et la nature, et puis que les choses vont s'arranger d'ici une décennie peut-être, quelque chose comme ça. De toute façon, je pense que Grégory, on fera une autre émission, parce que l'autre émission, ça parlerait plus de spiritualité, parce que en fait, justement, pour ces prises de conscience, c'est d'être aussi dans une certaine notion de spiritualité et de conscience du vivant. Oui. Alors, votre livre, je vous laisse I Am, aux éditions Masso Éditions, qu'on peut trouver, comment on peut se le procurer? Aller sur Masso Éditions ou une autre façon? On peut aller sur le site de Masso Éditions, sinon sur toutes les librairies en ligne qu'on connaît, Fnac, Amazon ou autres. Et après, le mieux, évidemment, c'est carrément d'aller chez votre libraire local, de lui demander de le commander s'il l'a pas déjà en rayon. Et voilà. Et comment on peut vous suivre? Pour me suivre, j'ai une chaîne YouTube, alors qui est pas très active, mais qui le sera peut-être dans pas longtemps. Mais en tout cas, qui existe. Il y a quelques vidéos justement sur ces sujets-là que j'ai montées, qui peuvent être intéressantes. Sinon, après, moi, je suis sur Instagram et Facebook, et je suis plus actif sur Facebook. Globalement, c'est là où je poste le plus de choses, de réflexions, de mes travaux, d'articles divers et variés. D'accord. Et je vous suggère vraiment de lire le livre I Am de Grégory Aymar. Il est passionnant. Vraiment, il nous transporte. Merci. Chers auditeurs, écoutez, juste une petite information. Il y aura une reconnexion nature proposée par Essentiel Nature le 8 juillet. Donc, vous pourrez prendre des informations auprès d'Essentiel Nature. À 17h, vous retrouverez votre émission Place au possible avec Camille et ça y est, j'ai un trou de mémoire.
Voilà, avec nos 2 nouvelles présentatrices. Et nous nous retrouvons dans 15 jours. À très bientôt. Merci de votre attention. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.